Ce programme vous est présenté en partenariat avec Mercer et l'IPEM. Bienvenue dans Marché Privé sur Bismart, l'émission qui vous apporte une analyse éclairée des grandes tendances du monde du non-coté. Capital investissement, capital risque, dette privée, infrastructure. Tous ces marchés n'ont jamais autant d'importance qu'aujourd'hui dans le monde de la finance, mais pour l'économie en général également. Pourquoi et comment ces actifs dits privés, ces actifs non cotés, sont-ils devenus des actifs cœur, des actifs stratégiques aujourd'hui dans les grandes allocations des investisseurs? C'est le sujet de ce premier épisode de Marché Privé, votre observatoire du non-coté sur Bismart. Nous accueillerons en deuxième partie de cette émission un grand témoin qui viendra nous raconter son expérience de terrain face à des clients privés qui s'engagent aujourd'hui dans l'investissement non coté, dans les actifs non cotés. Mais d'abord, prenons un peu la dimension de ces marchés avec deux experts qui vont nous accompagner. Antoine Colson, le directeur général de l'IPEM, et Boutros Thierry, le responsable des solutions d'investissement de Mercer France. Bonjour messieurs. Bonjour. Ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de Marché Privé. L'idée étant de prendre un petit peu la dimension de ce que représentent aujourd'hui ces actifs privés, ces actifs non cotés dans le monde de l'investissement. Un mot peut-être d'abord de vos organisations respectives, Antoine, pour comprendre ce que représente l'IPEM qui se présente comme le hub mondial de l'industrie des actifs privés. C'est ça la raison d'être de l'IPEM, Antoine? Oui, l'IPEM, c'est la plateforme, c'est le plus gros événement aujourd'hui en France, en Europe, probablement maintenant dans le monde, qui réunit cette industrie du non-coté. On peut parler d'industrie, compte tenu de la dimension maintenant et des actifs gérés dans ce domaine. On tourne cette émission en septembre 2023, qui va être justement un mois important pour les événements organisés par l'IPEM, avec un événement parisien d'importance, 18, 19, 20 septembre, c'est ça Antoine? Grand rendez-vous pour nous, pour je crois l'industrie. Qui seront les stars? Qui seront les stars de cet événement, Antoine? J'ai du mal, il y en a beaucoup de stars, n'est-ce pas Boutros? Non, mais il y a à peu près, on attend 5000 participants du monde entier, je crois qu'il y a plus de 70 pays présents, parmi lesquels vous trouverez environ 800, 900 sociétés de gestion qu'on appelle les GP dans cette industrie. Des plus grands, les Blackstone, les Apollo, donc les Américains qui ont vraiment lancé cette industrie, aux acteurs également français, européens, du small mid-market. On couvre, comme vous le disiez en introduction, l'intégralité du spectre, venture, private equity, dette, infrastructure, et c'est un marché qui ne cesse de s'étendre, et je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Boutros, alors Mercer est un énorme groupe mondial diversifié avec plusieurs catégories de métiers. Si on se résume à la question des marchés privés, des actifs privés, quelle est la place de Mercer dans cet écosystème de l'investissement dans la partie non cotée notamment? Alors, Mercer fait beaucoup de choses, même sur l'investissement fait beaucoup de choses. On est leader mondial du conseil en investissement, on est leader mondial en termes de gestion d'actifs en architecture ouverte. Si on se focalise sur les marchés privés, on gère et on conseille pour plus de 160 milliards d'euros d'actifs privés dans le monde, sous différentes formes. On gère des fonds de fonds dédiés multi-investisseurs sur tous les segments. Un peu à l'image de l'IPEM, on a un regard très très large sur tous les segments de marché et toutes les classes d'actifs, mais aussi toutes les zones géographiques. Ce qui fait notre singularité pour nous différencier aussi d'autres acteurs qui sont présents sur les marchés privés. La première, c'est qu'on est un acteur qui fait aussi du coté. Donc on sait comment placer des marchés privés, des allocations de marchés privés dans des actifs cotés, sans forcément parler de magie qui marche à tous les coups pour les marchés privés. Donc on a un certain recul. Et la deuxième chose qui fait notre spécificité, c'est l'indépendance, dans le sens où on ne fait que de l'indirect. On fait parfois du co-investissement, on va en parler, mais on ne cherche pas à placer nos propres solutions dans les allocations que l'on gère pour nos clients, et ce qui nous permet de tresser des liens très anciens depuis plus de 30 ans avec les GP. Et ça, c'est important dans le contexte dans cette industrie et dans le contexte actuel. Deux postes d'observation privilégiés, donc, pour nous expliquer, Antoine, ce que représentent ces marchés privés aujourd'hui. Quel est le périmètre, justement, de ces actifs non cotés et quel est leur poids aujourd'hui dans le monde de la finance au sens large? Vous êtes venu avec un graphique fourni gracieusement par Goldman Sachs qui permet de prendre un petit peu la dimension
dimension de ces marchés aujourd'hui, Antoine. Qu'est-ce qu'il faut lire sur le graphique qu'on va voir s'afficher? Ce qu'il faut lire dans ce graphique, déjà, vous le voyez, c'est un cycle de croissance ininterrompu depuis plus de 20 ans, où le private equity, enfin le non-coté, était considéré comme faisant partie des classes dites alternatives, alternatives à la bourse, alternatives au marché du fixed income, qui a connu une croissance de l'ordre de 15-20% par an, quasi constante, même pendant la grande crise financière de la fin des années 2008, 2009, n'a presque pas senti le choc. Ça ne se voit pas sur le graphique, quasiment Quand pas. l'IPM a commencé, cette classe d'actifs représentait environ, je dirais, autour de 5 trilliards de dollars dans le monde. Aujourd'hui, on doit être à 12. La croissance de l'IPM est aussi liée à la croissance d'une industrie qu'elle vend en poupe. Et de manière aussi très intéressante, les prévisions de Goldman Sachs dans ce graphique restent au beau fixe, malgré le contexte qu'on va peut-être développer. C'est une industrie qui est amenée à croître de 10% par an encore dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'elles intègrent, ces perspectives de Goldman Sachs, justement, à partir d'aujourd'hui, du moment où on se parle? C'est-à-dire que le grand mouvement et la grande tendance dans votre industrie, et on est là pour parler de ça, c'est le mouvement vers le retail. C'est la démocratisation, justement, de l'accès à ces stratégies d'investissement dans le non-coté pour une clientèle privée. Alors, qui peut être là aussi très sophistiquée, mais qui peut être aussi une clientèle de particuliers, pas forcément aussi sophistiquée que dans la gestion de fortune. Ces prévisions, elles intègrent ce mouvement-là. Tout à fait. Alors, si on regarde un peu le passé, ce qui explique la croissance de cette classe d'actifs, je pense, c'est d'abord ses performances. C'est across the board, et je pense que Rose le confirmera, des performances qui ont été extrêmement satisfaisantes. C'est d'ailleurs le thème de l'IPM qui vient dans quelques jours. Et c'est également dans les marchés privés que se tient la formation de capital. Là où est investi l'argent dans les boîtes qui font de la croissance, dans les actifs qui accompagnent les grandes transitions énergétiques, technologiques, santé, dernièrement, ça s'est fait davantage dans les marchés cotés, et depuis plusieurs dizaines d'années, que dans le non-coté, que dans le coté. La création de valeur. La création de valeur, du coup, elle s'est concentrée dans ces marchés du non-coté, donc ça a appelé évidemment à une croissance considérable du secteur. Les perspectives de croissance qui viennent, elles sont effectivement liées à un accès au retail, c'est-à-dire à un plus large public à ces classes d'actifs, et pas uniquement à un public d'avertis qui étaient les fonds de pension, les assureurs, etc. Et elle est liée aussi à un univers qui va s'approfondir. Avant, on parlait beaucoup de private equity, c'est-à-dire en gros investir dans les fonds propres d'entreprises. Ouais. Aujourd'hui, c'est un monde qui connaît une croissance très forte dans la dette privée et dans l'infrastructure et dans les marchés secondaires qui apportent de la liquidité. Donc c'est une croissance vraiment séculaire qu'on observe et qui est illustrée par ce graphique. Boutros, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme élément d'analyse quantitative, qualitative depuis votre poste d'observation, partant de l'idée effectivement qu'il y a encore une croissance régulière à 2 chiffres pour cette industrie ou les actifs de cette industrie? Régulière, on voit le graphique, la courbe bleue c'est l'évolution de la croissance, donc cette croissance elle a toujours été positive, c'est ça qu'on peut dire sur les 20 ans, mais c'est vrai qu'elle a eu des régimes différents et le régime des 10 dernières années qu'on a connu était un régime d'hypercroissance très fort, ça pourrait se stabiliser. Donc on est dans un contexte assez spécial. Antoine parlait de performance. Il y a un an, on était dans un régime de taux bas. On est dans un régime qui est totalement différent aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'attrait des marchés non cotés a été magnifié par le fait que, dans le même temps, les marchés cotés, et notamment l'obligataire, ne donnaient peu ou pas de rendement. Donc là, on va revisiter un peu ces thèmes-là. Donc il y a une notion de timing. Mais si on reste macro, avant de rentrer dans le détail d'un point de vue du timing, on voit que les marchés, ils ont fait x2 depuis la dernière crise financière. En termes de taille, en termes de nombre de gérants. Donc il y a une respiration nécessaire, je dirais, et une remise en cause nécessaire, prendre du recul pour ne pas... Une phase de digestion là, qui s'impose après les années de croissance ou d'hypercroissance peut-être de cette industrie depuis 10-15 ans. Il y a un marché qui est beaucoup plus complexe. Antoine l'a rappelé. Quand on parle de marché non coté, on s'oriente naturellement vers le private equity. Le private equity, c'est 65% encore des marchés privés. Donc bien entendu que ça reste un thème important. Mais au sein des marchés de private equity, il y a eu beaucoup de sous-segments qui se sont créés. Ouais. Et puis les 2 segments qui se sont le plus développés, c'est la dette privée et l'infrastructure depuis. Et les perspectives aussi sont assez fortes là-dessus. Donc ça, ce sont les nouveaux moteurs, les nouveaux relais de croissance de cette industrie après la dimension prise par le private equity dans les années précédentes. Oui, ouais. Et notamment quand on regarde d'un point de vue géographique. Un mot de la performance quand même, parce qu'Antoine le disait, alors la performance passée plaide pour cette classe d'actifs et ce monde du non-coté.
On trouve aussi des écarts de performance très importants, j'imagine, dans ce monde et dans cette industrie de la gestion d'actifs privés. On en a toujours eu et on en aura certainement encore plus. Pour beaucoup de raisons. On en a toujours eu parce que c'est des stratégies qui sont concentrées, notamment en private equity. Donc il y a quelques transactions qui font beaucoup de performance ou d'autres qui font moins de performance. Donc en tout cas, il y a des écarts entre gérants. Et on en aura certainement plus à l'avenir pour de multiples raisons. C'est qu'on est dans un contexte quand même qui est plus difficile, sur les taux élevés, sur aujourd'hui un marché du M&A qui est presque à l'arrêt. Et puis même structurellement, des stratégies qui vont être beaucoup plus niches et qui vont avoir forcément une volatilité certainement plus forte. Avec des gérants qui ont des fortunes diverses, mais aussi un historique pas forcément toujours ancien. Il y a beaucoup de stratégies émergentes, c'est très bien, mais il faut que les gérants démontrent leur capacité à affronter de nouveaux marchés. Antoine, je vous laisse commenter les informations apportées par Boutros, et puis je voulais qu'on essaye de donner un peu la place de l'Europe, peut-être, dans ce graphique qui ne fait pas la décomposition géographique de la croissance des actifs sous gestion dans le monde du privé, du non-coté, mais l'Europe est une zone en phase de maturité, on est encore très en retard et donc avec beaucoup de potentiel pour intégrer du non-coté et des actifs privés dans les allocations par rapport à des marchés comme les États-Unis, voire l'Asie également. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une industrie qui a été très largement inventée aux États-Unis. Donc il n'y a pas de surprise, effectivement, c'est un marché qui est un petit peu moins mature en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis, surtout qui a une composition un petit peu différente, qui est liée aussi à la composition de notre économie. Le private equity, la part du private equity est particulièrement forte en Europe, surtout comparé au venture, au growth, qui sont des stratégies d'investissement en fonds propres, de sociétés de croissance, qui évidemment a connu ses heures de gloire dans la Silicon Valley et qui dernièrement a vraiment connu une très forte poussée en Europe. Et je pense que ça va se poursuivre. Et on voit également des vrais champions dans la dette privée et l'infrastructure, qui sont pour le coup des secteurs en forte croissance également en Europe, au même titre qu'aux États-Unis. Pour avoir un peu la mesure des choses, et on en parlera avec notre grand témoin, le client privé, alors standard, il n'y en a pas, mais le client privé, famille fortunée aux États-Unis, combien il a de private equity ou d'actifs privés aujourd'hui en portefeuille? C'est une très bonne question. Il y a un certain nombre de rapports. Je sais que UBS monte un rapport, BlackRock également, sur les allocations. Il n'est pas rare de voir des family office, notamment parce que c'est proche d'entrepreneurs, de gens qui connaissent le business et qui adorent cette classe d'actifs. Parce que c'est une classe d'actifs qui parle à l'entrepreneur, aux personnes proches du business, qui se dit je suis en train d'investir aux côtés d'autres entrepreneurs. Des fonds investis pour moi. Exactement. Et donc il est pas rare de voir des allocations de plus de 40% chez certains family office, en direct ou à travers des fonds. Ceci dit, c'est pas rare non plus en Europe. On a un certain nombre de family office européens qui sont très exposés au private equity. D'accord. Mais derrière, dès qu'on passe dans des classes de clientèle un peu différentes, on retrouve pas ce genre de chiffres. L'exemple type, c'est les fonds de pension et les assureurs, qui sont les investisseurs institutionnels les plus présents dans cette classe d'actifs aux États-Unis, dont les allocations peuvent être très élevées. Parfois proche de 20%, on a des assureurs à 30%, ça dépend si on regarde encore une fois le private equity ou si on regarde l'ensemble des marchés privés. En Europe, les investisseurs institutionnels sont un peu plus timides que ne le sont leurs homologues américains. Boutros, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce moment, encore une fois, septembre 2023, pour ne pas refaire toute l'histoire des mois et des années précédentes, mais en septembre 2023, quels sont les intérêts les plus évidents que vous voyez pour quel type de marché et d'actifs privés, et où est-ce que vous voyez, à l'inverse, peut-être du désintérêt, un désintérêt peut-être grandissant par rapport à certains segments de ces marchés? Alors, difficile de faire une réponse unique ou synthétique, mais il y a un phénomène de rattrapage de l'Europe, comme le rappelait Antoine. Les investisseurs, pas seulement retail, mais aussi institutionnels, n'ont pas autant d'allocations sur les marchés non cotés et pourront être amenés à en mettre plus si la réglementation aussi le permet. En termes d'allocation,
on peut vous dire, nous, ce que l'on fait, même si ça dépend de chacun des investisseurs. Mais c'est vrai que on a une remise en cause un petit peu de certains fondamentaux. Le private equity, il va falloir voir comment il se comporte, notamment le buyout, qui utilise l'effet de levier dans des taux plus importants. La liquidité a un coût aujourd'hui. La liquidité a un coût. On regarde beaucoup des stratégies de dette qui ont un intérêt, ne serait-ce que par rapport à l'inflation, mais aussi le fait que les taux soient variables. Beaucoup de stratégies secondaires. Aujourd'hui, même des stratégies secondaires sur du VC. Alors, certains sont effrayés par le venture capital, donc la partie la plus risquée du private equity. On a, cette année, fait une transaction à 40% de décote sur du venture capital, en regardant bien entendu de manière très précise les deals sous-jacents. Et après, il y a aussi des thématiques de long terme qui sont intéressantes. On parle de l'innovation. On ne rentrera pas dans le sujet aujourd'hui de l'innovation, c'est un sujet à lui-même, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des financements nécessaires à long terme et des thématiques de long terme que l'on peut financer grâce à l'innovation. Et là-dessus, l'Europe est clairement en retard. Et ce capital privé coche justement plusieurs bonnes cases oui, bien sûr, face parce que aux besoins de financement qu'on a. Pas forcément des modes à court terme. Et l'Europe est en retard. Le plus gros marché growth dans le monde, c'est même pas les US, c'est l'Asie en fait. Ouais. Donc l'Europe a un travail à faire. A une place à prendre. Exactement. Pour dire les choses. Messieurs, restez avec nous. On va accueillir tout de suite notre grand témoin, le premier grand témoin de ce premier épisode de Marché Privé sur Bismart. Place à présent à notre grand témoin, le témoin de ce premier épisode de Marché Privé sur Bismart, et c'est Olivier Doman qui nous a rejoint, responsable du Private Equity chez CFM Indosuez Wealth Management. Bonjour Olivier. Bonjour, merci. Bienvenue. Merci beaucoup de venir témoigner dans Marché Privé pour nous apporter votre retour d'expérience depuis le terrain face aux clients privés. Antoine Colson de l'IPEM et Boutros Thierry de Mercer France sont bien sûr toujours à mes côtés. Olivier, dans le sillage des données qu'on apportait dans la première partie de cette émission, que représentent les actifs privés au sens large pour la société CFM Indosuez Wealth Management et ses clients aujourd'hui? Donc Indosuez, c'est le groupe Crédit Agricole. On a partie gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. CFM, c'est l'entité à Monaco, mais on est présent dans les principales villes européennes, au Moyen-Orient, en Asie et même jusqu'à Nouvelle-Calédonie. Donc on essaie de couvrir un spectre assez large de clients privés essentiellement qui constituent des allocations en private equity. C'est 1200 clients. Il y a 20% qui sont des institutionnels et qui arrivent avec des allocations entre 0 et 40%. C'est vrai qu'on arrive on a du mal à donner un chiffre exact sur ce qu'il faut préconiser en tout cas à nos clients, mais c'est notre souhait. Donc sur 140 milliards de fortune gérée par le groupe Indosuez aujourd'hui, il y a un peu plus de 7 milliards de private markets, de marché privé, donc c'est environ 5% des actifs chez nous, avec encore une fois une dispersion assez grande en fonction de la typologie des clients. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même ce phénomène de démocratisation, d'ouverture de ce private equity et des actifs privés à une clientèle privée. Justement, laissons les instituts de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous engagez un client privé dans cet univers du non-coté aujourd'hui. Et c'est peut-être même lui, d'ailleurs, qui vient vous solliciter pour comprendre un peu mieux comment fonctionne cet univers. C'est quoi la teneur d'un échange, d'un premier échange avec un client qui a envie de s'investir dans ce monde-là? Il va s'engager par définition en prenant un investissement en private equity, mais la banque s'engage aussi à ses côtés, donc c'est une responsabilité avant d'être une opportunité, et c'est vrai que ça passe par de la pédagogie des deux côtés, donc il faut bien expliquer et ça doit être bien compris de l'autre côté. Donc... Qu'est-ce qu'on explique encore aujourd'hui? Encore une fois, parce que clients, gestion de fortune, donc on parle quand même de clients qui ont entendu parler du private equity, j'imagine, depuis plusieurs années maintenant. Tout à fait. À ce stade, en 2023, c'est quoi leur question? Alors c'est beaucoup sur la macro. Je pense qu'on l'a abordé en tout début d'émission et c'est vrai que c'est ce qui anime une grande partie des réunions. Ça reste des gens qui sont convaincus de la classe d'actifs, qui ont pu l'expérimenter ou en tout cas qui ont vu les intérêts de la plus faible corrélation, de la performance à long terme, de
les apports, la création de valeur qui est fait dans les portefeuilles. Et donc voilà, ça passe par cette pédagogie, par cet accompagnement des clients. Ça passe aussi par un regard différent de l'industrie. Donc les gérants, il y a 20 ans, nous adressaient pas la parole quand on se présentait en tant que wealth manager. Aujourd'hui, ils ont des équipes dédiées, formées à la relation investisseur auprès des wealth managers. Et donc, je dirais que c'est passionnant, c'est perçu par le monde et par l'industrie des private equity comme une opportunité pour justement passer de 12 à 17 puis 25 trillions. Il va falloir adresser ce marché plus large des investisseurs privés et donc Indosuez est un des vecteurs pour l'adresser. Ça veut dire que le rapport de force a changé, Olivier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous appelez un GP ou un gros fonds, non seulement ils vous prennent au téléphone, mais ils organisent le rendez-vous tout de suite et on est content d'avoir de la clientèle de gestion de fortune. C'est un partenariat qui, effectivement, en fonction des périodes, a des tensions plus ou moins d'un côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, la levée de fonds est très compliquée. Donc, les gérants qui viennent nous voir ne passent plus 3 mois sur les routes, mais 18 mois entre leur premier closing et leur dernier closing. Donc, effectivement, ils ont une oreille beaucoup plus attentive aux questions que l'on peut leur poser et aux remarques que l'on peut avoir sur leur positionnement, l'équipe, les termes et conditions du fonds. Donc effectivement, c'est, je dirais, pour nos investisseurs qui s'intéressent à cette classe d'actifs, un moment opportun de considérer les gérants. On parlait de rapport de force, je pense que c'est le bon terme. En effet, les gérants ont besoin de relais de croissance nouveaux. Et puis même, si on prend les États-Unis, rien que l'effet marché sur le côté fait que les allocations ont explosé chez les investisseurs. Et donc la notion de re-up, c'est-à-dire que des gérants qui étaient habitués depuis 10, 15 ans, 20 ans à recevoir sur chaque nouveau millésime les mêmes montants, voire des montants plus gros de leurs plus gros investisseurs, les investisseurs ont rappelé en début d'année en disant « désolé, nos allocations vont baisser ». Donc les gérants américains, je pense que tu peux le confirmer, arrivent aussi aux États-Unis, en Europe pour cette raison-là. Ils ont besoin de nouveaux relais de croissance et donc le rapport de force s'inverse et c'est plutôt salutaire, là où il y avait eu quand même quelques excès depuis 10 ans. Sur le web, je pense que Olivier l'introduisait très bien, c'est que les GP, les sociétés de gestion, ont besoin de s'équiper pour adresser ce secteur. C'est pas pareil de discuter de re-up avec un fonds de pension qu'on connaît depuis 10 ans que de gérer de nombreuses relations avec des wealth managers qui eux-mêmes gèrent des relations avec de nombreux clients. Mais c'est même clé parce que technologiquement s'équiper. Je défends un client privé, je vois des GP qui viennent me solliciter alors qu'ils me sollicitaient pas il y a quelques années. Ah bah tu comprends, les clients habituels, Instit, c'est fini, ils peuvent plus nous apporter d'argent, donc on vient chercher de l'argent chez toi. C'est un peu ça quand même qui se passe. Donc il faut quand même que ce soit fait de manière propre pour une clientèle qui n'est pas la clientèle première cible, en tout cas historiquement. L'industrie a besoin de s'équiper, il y a besoin de beaucoup de pédagogie, je crois. D'ailleurs, on dédie, nous, à l'IPM, là, en septembre, un sommet à la démocratisation du private equity. La question, c'est jusqu'où, qu'est-ce qui freine encore cette démocratisation ? En partie, les liquidités, en partie, la technologie, en partie, la pédagogie, la connaissance du secteur par un marché plus profond que simplement les investisseurs institutionnels. Donc il y a beaucoup de travail à mener par cette industrie pour suivre cette courbe de croissance et continuer à créer de la part de marché dans le retail. Olivier, comment vous levez les freins qui peuvent subsister et qui sont légitimes, la question de la liquidité, du timing, est-ce que c'est le bon moment, les instituts n'en veulent plus et moi on m'en propose. Comment vous répondez à ces interrogations ? Faut traiter les objections et c'est vrai que la liquidité ou la faible liquidité du private equity, elle a toujours eu sa place dans le débat. Je pense que c'est aujourd'hui peut-être plus une force qu'une faiblesse. Je m'explique, sur la partie cotée, on peut facilement prendre les portes de saloon et vendre au mauvais moment. Les engagements sur le long terme que l'on fait dans le private equity avec un bon alignement d'intérêts avec les gérants, puis les management des sociétés et enfin les employés, fait que finalement, on n'a pas des allers-retours rapides et on joue vraiment une croissance à moyen-long terme. Skin in the game, tout le monde est dans le jeu, ça rassure. Exactement, exactement. Ça, c'est clé dans cette industrie, c'est ce qui l'a fait progresser par le passé et c'est la raison qui fait qu'aujourd'hui, on a de l'innovation dans les produits, que ce soit sur le secondaire avec des transactions autour des gérants, il faut réaligner ses intérêts et cela ne passe que par une bonne chaîne tout au long de la valeur. Je nuancerai ce que vous venez de dire, Grégoire. On ne peut pas dire que les institutionnels n'en veulent plus. C'est pas du tout ce qu'on peut dire. C'est important. En revanche, on est dans un moment d'incertitude. Le métier d'investisseur, il est difficile dans des moments d'incertitude. Et c'est au contraire un moment où il faut construire des convictions. Et d'ailleurs, on peut observer chez des institutionnels certains
type CalPERS, pour parler d'un des plus grands, qui Californie, fonds de pension californien, qui va encore plus fort quand d'autres lèvent le crayon. Donc, j'ai vu qu'ils allaient mettre du VC même dans leurs ils vont aller encore plus fort en VC. Donc, agressif sur le VC. Voilà, donc c'est plutôt un moment d'incertitude où on est en train de se recréer des convictions. Et institutionnel comme retail, tout le monde est sûr. Là, je pense que l'innovation est importante puisque historiquement, on a fonctionné avec des fonds fermés, des fonds de 10 ans avec appel de fonds successifs avant d'avoir le fruit de ces investissements. Depuis quelques années, se démocratisent les fonds semi-liquides, donc des fonds à liquidité trimestrielle qui redonnent le pouvoir à l'investisseur de choisir quand il veut rentrer et quand il doit sortir, quand il souhaite sortir. Et donc, voilà, si c'est bien géré, c'est des outils qui sont assez pertinents pour les investisseurs aujourd'hui. Ma question là-dessus, Olivier, et je comprends qu'une clientèle privée a besoin effectivement de cet aspect de pouvoir traiter cette question de la liquidité. Quelle est la bonne mesure ? C'est-à-dire, il ne faut pas aller trop loin, enfin, il ne faut pas dénaturer non plus l'essence de l'investissement privé qui est, oui, un tunnel, un mariage pendant 10, 15 ans, effectivement. Il y a des clauses, il y a des portes, bien sûr, mais c'est quand même l'idée du long terme. Je pense qu'on le traite essentiellement par la réponse qui a apportée par la diversification. En fait, le problème de la liquidité, il est très vrai. Vous le voyez, si vous avez un bien immobilier à vendre et vous êtes dépendant de cette vente-là, sa réalisation va être clé. Quand vous avez potentiellement des milliers d'entreprises en sous-jacent par le secondaire, par une diversification en primaire et par des co-investissements ciblés de conviction, on arrive à réduire la part d'un actif qui peut ne représenter que 2 ou 3% au maximum du portefeuille. Et donc, sa réalisation ne met pas en danger la performance et le vécu de la classe active. Boutros. C'est pour ça que par rapport à cette remise en cause dont on parle, on ne baisse pas les voiles pour ne plus faire de non-côté. C'est pas vrai. Pendant 10 ans, l'industrie s'est structurée pour avoir des équipes pour investir dedans et ils continueront à le faire. C'est juste qu'il y a, plutôt qu'une remise en cause, une professionnalisation qui est nécessaire. Et pour le coup, aussi bien sur la clientèle particulière, high net worth ou autre, que même côté institutionnel, où ce n'est pas seulement sélectionner des fonds, mais c'est aussi avoir un sourcing différent, planifier, avoir des cash flows, gérer la liquidité et diversifier son portefeuille sur un marché qui est extrêmement vaste. Je reviens au début de l'émission et la croissance régulière qu'on peut projeter encore pour cette industrie. C'est quoi la profondeur de marché de la clientèle privée ? On parle de gestion de fortune chez vous. Jusqu'où ça peut aller dans le monde du client privé qui est à la fin un client particulier lambda comme tout le monde ? Alors aujourd'hui, on adresse les clients entre 1 million et 300 millions. Donc c'est effectivement le haut de la clientèle. C'est pas toute la clientèle privée. Pas toute la clientèle privée. Ce qui est important, c'est que ça a été quantifié. On estime à 5 trillions les actifs qui seraient apportés par le retail. D'accord. Dans au ce sens marché, là, dans son ensemble. Sur une allocation de 10% à terme dans le private equity. Donc voilà, pour passer de 12 à 17, il va falloir franchir ce palier avec les retail. Ça donne des sujets de réflexion sur le digital, l'accès à cette classe active pour une population plus large. Et je pense que ça n'est qu'un voyage qu'on est au début de vivre sur justement cet objectif de donner un plus grand accès à la classe active. Je pense qu'il y a un enjeu dans le retail aussi, ou plus qu'un enjeu, quelque chose qui va l'accompagner. Je reviens à une remarque que je fais tout à l'heure. C'est dans le private equity qu'on investit dans les grands thèmes de transition énergétique, d'innovation, etc., auxquels ont été exposés tous les grands investisseurs institutionnels qui ont la sophistication pour avoir été de ce premier cycle. Et là, on va démocratiser l'accès à l'investissement dans des grandes révolutions à plus de monde. Donc je pense que ça va accompagner aussi le retail. Oui, et puis c'est même une demande des investisseurs. Nous, on voit même les jeunes générations qui parlent de recherche de sens sur les investissements. L'impact, c'est un levier. C'est un levier d'intérêt. C'est un levier d'enthousiasme, oui, j'allais dire, c'est ça, pour cette classe active. Qui est multigénérationnel. Encore une fois, c'est pas que les jeunes qui s'intéressent à ça. Au contraire, je pense que c'est un thème dans son ensemble. Mais vraiment, ça apporte par le capital investissement et par la prise de participation souvent majoritaire de sociétés rentables, ce que l'on vise essentiellement, la capacité de changer l'entreprise et de la faire évoluer. Plus concrètement que dans les marchés cotés, pour le coup. Très concret. C'est bien parce qu'on a le thème du deuxième épisode, le levier de financement de la transition et de l'innovation.
les marchés privés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Marché Privé sur Bismart, le nouveau hors-série à retrouver sur Bismart TV et sur notre plateforme bismart.fr. Antoine Colson est avec nous, directeur général de l'IPEM, Boutros Thierry, responsable des solutions d'investissement de Mercer France, et Olivier Doman, qui venait témoigner pour nous, le responsable private equity de CFM Indosuez Wealth Management. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec Mercer et l'IPEM.